bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté. C'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. On se retrouve ici chaque semaine pour parler de manga dans deux types d'émissions, soit pour une demi-heure d'analyse et de discussion, ou soit pour une version longue des entretiens d'une dizaine de minutes. C'est en alternance, un coup l'un ou un coup l'autre. Pensez surtout à activer les notifications et à mettre une petite note, un commentaire ou à partager ce programme autour de vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un mangaka absolument génial qui était en France, à Paris et à Amiens il y a quelques semaines maintenant. Oui, Naoki Urasawa est revenu pour la troisième fois en France. C'est le moment idéal pour se poser la question, est-ce que Naoki Urasawa est toujours ce monstre qu'il était du manga ? Alors c'est parti pour cette émission sur celui qui est aussi animateur, producteur, guitariste, chanteur et mangaka. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Antonin Lacombe. Il a toujours adoré faire des héroïnes féminines fortes. Et donc on a passé 1h30 à Auchan. Il a dit adorer intégrer l'extraordinaire au cœur de l'ordinaire. Et ça, je trouve que ça le résume bien. Pour nous éclairer aujourd'hui, Antonin Lacombe, journaliste spécialisé BD, comics et manga, notamment pour les magazines Manga Kids, Japan Live ou Japan Max. Salut Antonin. Salut à tous. Mathieu Adman est avec nous, chef de produit marketing aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut la team, malade, mais comme dirait un grand poète, toujours debout, rassurez-vous. Et enfin Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana, celle qui a côtoyé le maître une fois de plus pendant plusieurs jours. Salut Stéphanie. Salut à tous. Et c'est dur de renchérir après Mathieu parce que je ne suis pas malade, je n'ai pas de parole, mais par contre, ouais, j'ai vu Urasawa 2 fois. Ouais, et 2 fois plusieurs jours. Et deux fois, en fait, j'ai fait passer 15 jours de ma vie avec Urasawa. Wow. Et une cuite mémorable. J'en dirai peut-être plus tout à l'heure. Peut-être dans l'aparté si vous êtes encore avec nous la semaine prochaine. 2 mangas sont sur les tables de nouveautés en ce moment. Il y a d'abord Asadora avec le tome 9, bien évidemment, et Jigoro, initialement sorti en 1994. C'est un recueil qui regroupe 5 histoires courtes, comiques et décalées sur Jigoro, le grand-père de l'héroïne de Yawara, série dont la publication s'est achevée là cette année. Tout à fait, et on peut même en rajouter un 3e parce qu'on ne fait pas les choses à moitié. On a sorti le dernier tome de Pineapple Army. Exactement comme ça, toute la bibliographie de Naoki Urasawa est disponible en France. Était complète et sans rupture de stock, comme à Angoulême. Pour tout ce qui concerne en tout cas les mangas des éditions Kana. Il est complété par 2 autres histoires Jigoro, en plus des 5 qui étaient dans le recueil de 94. Il y a 2 autres petites histoires, c'est au même format qu'Yawara, et donc il y a plusieurs bonus, comme une fausse interview de Jigoro par exemple, ce qui est assez amusant. Et concernant Asadora, Asadora, c'est l'histoire de Asa, une jeune japonaise qui est dans le Japon d'après-guerre et qui devient secrètement, peu à peu, le fer de lance de la défense du Japon face à ce qui s'apparente à un kaiju. Exactement. Est-ce réellement un kaiju ? Est-ce réellement une série fantastique, une série de science-fiction ? Ou est-ce un drame humain, comme il aime le dire ? Il y a plein de choses dans Asadora. Comment tu qualifierais Asadora, toi, Antonin ? Eh ben, Asadora, c'est un feuilleton rétro dans l'air du temps. Urasawa, alors c'est déjà un grand maître du suspense qui s'est quand même, comme on vient de le dire, il a exploré énormément d'univers différents du manga. Il a fait de la comédie sportive, il a fait du manga d'action avec Pineapple Army, après il est rentré dans le suspense avec Monster, et ensuite il est allé encore un petit peu plus loin dans l'enquête en dilatant sa narration dans le temps et autres avec 20th Century Boys, Billy Bat. Et là, effectivement, il se pose autrement sur Asadora. Déjà, il est en mensuel, donc il prend beaucoup plus son temps, il y a 1 tome par an. Là où c'est un grand spécialiste pour faire des flashbacks et faire des sauts dans le temps. C'était sa grande spécialité. Et là, il va prendre tout le monde à contre-pied. En fait, on va suivre le temps avec Asadora. Il s'est complètement inspiré d'un feuilleton qui s'appelle... Une émission de télé qui a lieu le matin au Japon depuis 1961 et qui est toujours en cours. C'est ça, qui s'appelle Asadorama, voilà. Et littéralement le drama du matin. Donc c'est vraiment une série télévisée diffusée quotidiennement sur la chaîne publique NHK. Et ce feuilleton très populaire au Japon retrace la vie d'une héroïne et les péripéties auxquelles elle fait face.
Et donc c'est de ça qu'il s'est inspiré, parce qu'il cherchait à un moment donné comment mettre en scène une héroïne très 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 forte, parce que c'est ce qu'il avait envie d'écrire, c'est ce qu'il avait en tête à ce moment-là, et donc il s'est inspiré de ce feuilleton. On peut vraiment parler de feuilleton comme les sagas, comme les Feux de l'amour, mais pas, enfin je sais pas. Exactement. C'est compliqué, on n'a pas ça vraiment nous en France. Oh, t'as les Feux de l'amour quand même, Amour, gloire et beauté. Ouais, mais ça c'est Sous le vraiment c'est soleil. des histoires d'amour, c'est pas exactement la même chose que ces feuilletons-là. Bah, Alors, moi, je me pense que je suis un peu Brooke. Amour, gloire et beauté, je ne sais pas pour les autres, mais moi je m'identifie. Il y avait Sous le soleil aussi. Mais là la particularité, c'est qu'on va voir vraiment Asa grandir de tome en tome. Elle commence, elle a 9 ans. Il y a un flashback dès le départ. Les premiers tomes du tome 1, les premières pages du tome 1, ça se passe en 2020. Pendant les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, on sait, il a aussi pressenti, il a aussi dit pendant les rencontres que il ira au moins jusqu'en 2020 parce que il en a parlé dans son premier tome. Mais alors ça c'est intéressant, c'est-à-dire qu'il commence du coup son manga Asadora par les premières dans les premières pages par parler de l'année 2020, puis ensuite il revient des années en arrière, et là il nous confirme clairement qu'il veut aller au bout, mais il sait pas quel chemin il va prendre Non. pour arriver à 2020, et le chemin peut être très long, Alors, oui, il y a très ça. court. Il trouve toujours un pitch très fort au départ. Et là, le pitch très fort, c'est une destruction de Tokyo. C'est vraiment les premières pages du tome 1. Une destruction de Tokyo pendant les Jeux Olympiques. En fait, il donne vraiment envie, en fait, avec cette Ouais. entrée Comme on en direct. est, Tu sais, voilà. une destruction, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'arrives direct en 1964 et boum, c'est une petite fille qui, juste, il y a un typhon, parce que il s'est vraiment inspiré de la réalité Voilà. de 1964 avec le typhon qui avait vraiment ravagé une grande partie du Japon. Et il nous met en scène des personnages qui sont assez forts et assez anodins, qu'on peut croiser un petit peu au Complètement. fil de C'est-à-dire l'eau. qu'il va jongler sur les catastrophes ou les grands événements qui ont jonglé cette moitié de siècle, entre guillemets. Il va y avoir un peu de fantastique, mais pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu caché. Il se passe quelque chose. On ne sait pas si c'est une catastrophe naturelle ou autre, ou si c'est un autre événement, ou si c'est un kami, donc un kaiju, une divinité de la nature qui justement va un petit peu faire subir des grandes catastrophes au Japon et autres. Et au milieu de tout ça, il y a une jeune fille qui, elle, va vouloir grandir, s'émanciper, vivre ses rêves, et elle va découvrir une passion dans sa vie, l'aviation. Voilà, elle va devenir une pilote. Mais il est malin sur la narration. Bon, on le découvre pas avec Asadora, mais J'espère que quand évidemment. tu dis ça... Non, mais la technique en fait qu'il utilise au début, justement, de montrer plus ou moins la fin en fait de son manga, c'est ce qu'on voit aussi par exemple dans Boruto. Quand vous ouvrez, vous avez directement le J'y ai combat. pensé Mais directement. oui, tu vois le combat final. Est-ce que Ikemoto s'est inspiré ou Urasawa s'est inspiré? C'est possible, mais en Ou tout alors cas, peut-être que la littérature entière s'est auto-inspirée aussi, hein. mais en tout cas, ça veut dire que pendant tout le long de la lecture, le lecteur lit en sachant où ça va aller et surtout en se demandant comment on va aller à cette fin-là. Et du coup, t'as pas du tout la même grille de lecture, je trouve. C'est que tu te poses pas la question de quelle va être la fin, tu te poses la question de comment on va arriver à une fin que j'ai déjà entreaperçue. Non, alors moi je trouve qu'on se pose encore plus de questions. Alors peut-être que je me pose trop de questions, mais moi je me pose la question de est-ce que cette fin c'est vraiment un kaiju? Est-ce qu'on est vraiment sur une série fantastique, ou est-ce que on n'est pas sur une vision de l'esprit? Parce que quand tu avances dans les tomes, à des moments tu vois des choses qui ne sont pas fantastiques et qui ne sont que des visions. Voilà. Ou des choses un peu bizarres qui peut être issues de la nature, d'une façon un peu... Ah, il te met vraiment le doute de A à Z, et je trouve que c'est ça qui est super intéressant, parce que c'est peut-être pas fantastique, ou peut-être que ça l'est. Sachant qu'en plus, le rythme, il est quand même très lent dans Asadora. Il y a pas d'action. Enfin, dans le sens, il va y avoir quelques petites courses-poursuites, mais ça reste des enfants. Il y a Ouais, pas mais de... ils grandissent. Ils grandissent très vite bien en sûr, plus. mais comment on veut dire, c'est pas de l'action comme on peut avoir moins dans 20th Century Boys, où d'un coup ça va courir dans tous les sens et Ouais, puis il va y avoir à la limite C'est une... presque de la tranche de vie finalement, parce que tu suis Complètement. en fait la vie d'Asa qui a le destin qui est entremêlé avec ce kaiju qui est donc peut-être pas un kaiju, on verra du coup, à la fin. Mais c'est vrai que finalement le personnage que tu suis c'est Asa, et par la vie d'Asa, la vie du kaiju qui est juste à certains moments de sa vie va réapparaître. Je dirais la vie du Japon. En fait, on va vraiment découvrir le Japon qui va évoluer entre la sortie de la guerre, où vraiment c'était un pays ravagé et qui était en train de se reconstruire dans tous les sens et autres. Comment on va avoir la société de l'entertainment qui va arriver. Comment est-ce qu'on va arriver un petit peu un début d'émancipation pour les femmes, ce qui est encore moins évident dans les années 60 au Japon, quand même, que par rapport à d'autres pays. On va avoir un petit peu toute l'émergence un peu d'une certaine pop culture dans la frange, c'est-à-dire qu'il va vraiment, en plus, alors c'était génial parce que
C'est vraiment tout un travail dans les marges et dans les marges de la société. Et pour ça, il a pris une héroïne. Et là, c'est vraiment une héroïne. Il a voulu travailler là-dessus. Qui va s'émanciper. Voilà. Elle et ses deux copines, entre guillemets, elles vont choisir chacune une vocation. Alors, elle, c'est une pilote. Une pilote de petit avion. Son autre copine, elle va devenir chanteuse et actrice. Voilà, dans les années 60. Et la troisième va choisir le catch féminin. Voilà. Donc déjà... C'est quand même des vocations qui sont pas non plus dans le standard, et déjà dans le standard actuel, et encore moins dans le standard il y a 60 ans. Et surtout, c'est 3 métiers où tu es plus ou moins sur le devant de la scène, quoi. Et exactement. Ça permet justement de mettre encore plus en avant. Et du coup, donc, il a toujours adoré faire des héroïnes féminines fortes. Et là, forcément, ça se traduit aussi par le choix des 3 métiers sur les 3. Mais là, c'est le premier rôle en plus. C'est-à-dire que c'est pas. C'est ça, en fait, c'est que ça faisait longtemps. Il y avait Yawara où effectivement c'était déjà une fille, mais ça remonte déjà un petit moment, et Happy également. Mais là, quand même, sur ces 2 blockbusters, même les 3, entre Billy Bat, Monster et 20, on n'était quand même pas sur des rôles féminins présents, hein, parce que Kana dans 20, c'est ouf et tout. Enfin, pareil dans Monster, mais là, il voulait vraiment remettre les femmes au cœur de la tragédie, du drame, du truc. Quoi. Et il n'y a pas que les femmes. C'est quand je dis qu'il travaille dans les marges, et ça c'est super bien expliqué dans l'exposition. Allez dans les 2 expositions, parce qu'il y en a 2, où il y a des vidéos où il va dessiner ses personnages secondaires. Voilà. Il dit c'est les plus importants. Donc il adore les vieux, il adore les gamins. Voilà. Et ils disent ceux-là, entre guillemets, ils n'ont pas trop de place. C'est un peu bizarre quand tu dis ça, Antonin, et tout le monde a souri, donc moi je voudrais le dire haut et fort. Il adore les enfants, mais pas de la manière dont vous pensez. Voilà. Non, en fait, il a même expliqué qu'il adore dessiner des rides. Quand tu dis il adore les vieux, il aime dessiner des rides sur les visages. C'est vraiment un truc qu'il a, et ça lui fait... il prend du plaisir à dessiner vraiment des rides, des plis de visage, des choses qui ne sont pas lisses. Et c'est pour ça aussi que ces personnages ont ces chara-design-là, quoi. Et c'est surtout aussi des personnages qui sont pas, entre guillemets, qui n'ont pas une place très forte dans la société. Ils sont pas encore là. Soit les enfants, ils sont encore trop jeunes, donc ils n'ont pas un rôle dans la société. Et les personnes âgées, entre guillemets, elles en sortent. Voilà. Il a voulu vraiment montrer que ces personnages-là, que tout le monde met un peu de côté, tout le monde un peu ignore et autres, et ben c'est eux, en fait, le vrai moteur de Asadora et de la société. Et ce qui est aussi assez intéressant sur l'âge, c'est que justement, il veut faire grandir et vieillir Asadora, parce que même lui, ce qu'il disait du coup en conférence, c'est qu'il ne sait pas où va aller ses personnages. En fait, une fois qu'il commence à dessiner son personnage, il lui donne des spécificités, des caractères, mais après, en fait, c'est le fil de l'histoire, il va se découvrir que ça, en fait, elle va plutôt aller être comme ci, comme ça et tout, et en fait, il se laisse guider par le personnage. Donc en fait, c'est plus lui qui est maître de l'histoire, c'est les personnages qui s'imprègnent de l'histoire. Et ça, j'avais trouvé ça alors un peu mystique en vrai, hein, parce que pour moi, c'est quand même lui qui fait plein ça. d'auteurs en fait qui réagissent comme ça et qui laissent libre. Et j'avoue que je suis pas auteur de manga, donc ça va s'expliquer tout de suite avec ma phrase, mais j'ai du mal à comprendre du coup comment ils arrivent à construire leur narration si de base ils ont pas un chemin clair pour leur personnage. Moi ça me paraît fou, en fait, alors je remets un peu de contexte. Donc Naoki Urasawa est venu donc à Paris et à Amiens pendant plusieurs jours. Il a donné plusieurs conférences, il a expliqué pas mal de choses. Donc cette histoire de ride dont je parlais, il l'a expliqué. L'histoire que les personnages lui échappe, ça il l'a expliqué aussi. Il est même allé en parlant de personnes effectivement qui étaient pas forcément des héros du quotidien, et il a expliqué aller dans un supermarché, regarder les vieilles dames comment elles faisaient leurs courses, les regards qu'elles avaient et tout, pour essayer de piquer ça pour le mettre dans ses mangas. Ça aussi c'est excellent, quoi. Et pardon, je fais une digression parce que ce que tu dis me fait penser à ça, et j'en parlerai plus dans l'aparté, mais on avait quand même à Amiens la possibilité de visiter la ville d'Amiens quand il était là, avec une guide franco-japonaise et tout ça. Et du coup, on arrive le samedi soir, il reste plus qu'un matin. Bon, est-ce qu'on ferait pas un peu de tourisme? Oh oui. Ah, chouette. On va à Auchan. Je fais, ok. Et donc, on a passé 1h30 à Auchan. Donc, pour faire les petits cadeaux, tu sais, les crèmes de caramel beurre salé, du sel, de la fleur de gros sel, de Guérande. Sachez qu'une photo existe de cette anecdote qu'elle nous raconte. Et, c'est peut-être collector. C'est le truc le plus collector d'Amiens. Heureux. Et après, du coup, j'ai quand même ce moment où je bip les courses avec Urasawa. Et on prend une petite photo parce que c'est rigolo, quoi. Et du coup, donc, il aime les choses simples, en fait. Alors, c'est très important quand on est à l'étranger d'aller dans les supermarchés, parce que c'est là qu'on découvre aussi la vraie vie des autres pays, parce que la vraie vie se passe dans les supermarchés. C'est même le slogan, hein, Auchan, la vie la vraie. Donc. En plus, et voilà, le marketeur qui revient, on y est.
Et donc tout ça pour arriver à effectivement ce côté des personnages qui lui échappent. C'est une des questions en fait que je lui ai posées, c'est à quel moment vous avez le contrôle sur vos personnages et à quel moment ils font ce qu'ils veulent. Et oui, ça a l'air extrêmement bizarre, cryptique de se dire que les personnages que tu crées t'échappent. Mais à partir du moment où tu crées un personnage, tu lui donnes un caractère et tu le fais évoluer dans son histoire, à un moment donné, il a des réactions logiques, ce personnage, qui ne sont pas forcément ce que tu veux. Tu vois ce que je veux dire ? Et surtout, les autres personnages à côté, ils sont obligés d'agir de manière différente. Réveille-toi, Mathieu, fais quelque chose, comprends. C'est comme un jeu d'échecs, tu vois. Il est malade. Il a dit qu'il était malade. Tous tes pions, tous tes personnages, ils ont des mouvements prédéfinis. Mais ça ne donne pas la fin de la partie, forcément. Non, et après, il va scander ça avec les grands événements qui ont traversé le siècle au Japon. Typiquement, les Jeux Olympiques d'Osaka, cette fois-ci, dans les années 60. Ouais, puis les Jeux Olympiques de 2020, qui ne sont pas passés en 2020, est-ce que ça, il va en tenir compte ou pas dans l'évolution de son manga ? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il a quand même imaginé Asadora, et Asadora est né après le fameux tremblement de terre qui a entraîné la catastrophe de Fukushima. Donc déjà, c'est quelque chose qui l'a marqué, et c'est quelque chose effectivement où comment la nature d'un coup, entre guillemets, reprend ses droits et te montre que t'es insignifiant et qu'il y a quelque chose qui peut te tomber, le ciel peut te tomber sur la tête et tu pourras jamais rien y faire. Et dans la logique du récit, c'est vrai qu'on voit mal comment il pourrait faire fi de cet événement, comme pour répondre moi à ta question Maxime, je vois mal comment il pourrait faire fi de la pandémie et du Covid, et donc ne pas prendre en compte ce qui s'est passé finalement après les JO en fait. Et est-ce que le kaiju n'est pas une image de la pandémie ? Et ce ne serait pas l'origine. Ça reste un mystique. C'est donc un pangolin depuis le début. Voilà. Est-ce qu'il ne serait pas l'origine de la pandémie ? Ça pourrait être aussi un... Mais tout est... C'est ça c'est ce qui est génial aussi avec les récits d'Urasawa. C'est-à-dire qu'ils sont tellement ancrés dans le réel qu'on a envie de tout mélanger. Exactement. Et on a envie d'y mettre du fantastique et on a envie de mettre plein de choses. Mais bon, moi je vais revenir sur cette histoire de Auchan et je vous propose maintenant d'aller en aparté avec toi, Stéphanie, qui a côtoyé Naoki Urasawa, qui a plein d'autres petites anecdotes à nous donner sur son passage en France. Je garderai quelques secrets. Et on ne bouge pas, on reste en studio pour cet aparté avec toi, Stéphanie. Donc tu as côtoyé Naoki Urasawa pendant des heures et des heures. C'était pas la première fois, c'était la deuxième fois, puisque quand il était venu il y a quelques années, c'était toi aussi qui t'occupais de lui. Tout à fait. Donc vous vous êtes retrouvés, il t'a reconnu, il a dit bah oui c'est toi Stéphanie, tout s'est bien passé. Ouais. Il t'avait pas oublié déjà ? Non, Alors Urasawa a une mémoire de dingue. Honnêtement. Il dessine des visages tout le temps, donc obligatoirement il a ça en tête, quoi. Non, mais au-delà de ça, vraiment, il s'est rappelé de sujets de conversation dans des soirées, des repas et tout ça, où moi je faisais oui, c'est pas du tout, je me rappelais, mais de rien. Enfin, bref, soit. Bon, pour les anecdotes, on va repasser, je crois. Hein. Oui, voilà, non. Non, mais alors, si, justement, là, je peux les dire. Comme ça, elles seront enregistrées. C'est ça. Quand il reviendra, je réécouterai le podcast pour dire, OK, il avait dit ça. Donne-nous tous les secrets. Par exemple, je sais pas, comment il mange sa viande ? Est-ce que, au moment où le serveur dit à point, bleu ou bien cuit ? Eh bien, écoute, c'est un homme de goût, il dit saignant. Mais par contre, autour de la table, parce qu'il faut quand même pas dire qu'on n'était pas en tête à tête, on était une tripotée, il y avait quand même des gens qui mangeaient bien cuit, et là, ça m'a un peu... Mais des Japonais. Oui, ouais. Ça m'a un petit peu déçu, mais bon. Quand il était à Paris ou à Amiens, il a voulu aller voir le rayon bande dessinée d'une librairie ou d'un endroit, il a voulu regarder un petit peu ce qui se faisait en ce moment. Qu'est-ce que vous avez fait à part travailler ? Écoute, à Auchan, on n'est pas allé au rayon librairie. Mais alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On a visité le Louvre. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a bien mangé, parce que c'est quand même un bon amateur de bonnes... mais là, cette fois... et pour te répondre concrètement, en 2018, quand il était venu, oui, on avait fait pas mal de... Je me rappelle même qu'on lui avait offert une sérigraphie ou une digigraphie de Moebius, justement, et on est allé en librairie, il avait beaucoup passé de temps. Mais là, non, pas trop en fait. Il était venu cette année avec ses deux éditrices qui n'étaient pas venues en 2018. Et du coup, il avait vraiment envie de leur faire partager son amour de la France. Parce que il a quand même quelque chose où il est très proche de l'Europe. Parce que tu vois, Monster, ça se passe en Allemagne. Il était resté... moi, j'avais passé que 10 jours avec lui. Enfin, que 10 jours avec lui en 2018. Mais il avait quand même passé 1 mois et demi en France avec un petit aller-retour à Londres, etc. Et il était trop fier parce qu'il allait dans la boulangerie, du coup, tout seul, parce qu'il n'était pas accompagné tout le temps. Et a priori, il se faisait comprendre parce qu'il disait « Bonjour, je voudrais une demi-baguette ».
Et du coup, il était tellement content quand la boulangère lui donnait sa demi-baguette. Bah merci beaucoup Stéphanie. Maintenant voilà, si jamais on veut inviter Naoki Urasawa à déjeuner ou à dîner, on sait comment lui cuire sa viande. Exactement, ça, c'est mais très si important. vous voulez lui faire vraiment plaisir, amenez-le chez l'Italien. Ah, c'est la cuisine italienne son grand plaisir. Ouais. Enfin, un resto en particulier, mais ça je le dirai seulement si vous me le demandez dans les commentaires. Ça marche. Merci à toi Stéphanie. Merci. Retrouvez la version longue de cet aparté la semaine prochaine avec plein de petites histoires assez sympas. Faisons-nous des recommandations pour Urasawa. Bah en fait, si vous aimez Urasawa, lisez Urasawa et puis Urasawa. relisez Urasawa et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, c'est vrai qu'il a une très belle carrière, il a une très belle bibliographie qui est très éclectique. Et qui est maintenant entièrement complète en France. C'est vrai. Pour la première fois, ça y est, tout est dispo enfin. Et tous les tomes de toutes les séries. Pardon. Bah oui, sauf celle qu'il a pas écrit encore. Pineapple Army est dispo, Yawara est dispo, les histoires courtes sont dispo, Master Keaton, Yawara, Jigoro, ça y est c'est dispo, Happy, Monster, Master Keaton, 20th Century Boys, plutôt 21st Century Boys, Man Ben le Hardbook, Billy Bat, 20th Century Boys the spin-off. Il en a fait aussi un. Naoki Urasawa, l'ère du temps, c'était un autre. Récit, confidence et histoire, non? C'est pas celui-là. Ouais, c'est ça. Qui a été réimprimé il y a pas longtemps par Panini. Et juste, anecdote hyper intéressante, en fait, c'est l'une de ses éditrices qui était là, en fait, qui l'a fait tout le contenu de ce bouquin. Et donc, en fait, c'était vraiment un truc à cœur ouvert où ils étaient en one-to-one tous les deux pendant une semaine. Elle n'a pas arrêté de lui poser des questions. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Le guide officiel, Mujirushi, le signe des rêves qu'il a fait pour le Louvre, hein, évidemment. Et puis donc, Asadora est entièrement disponible. Voilà. Moi, j'aurais rajouté un petit quelque chose. Alors, c'est une série qui s'appelle The World Is Mine. De Hideki Arai. Voilà, qui, à mon avis, est assez difficile à trouver. Alors, elle est publiée chez Casterman, chez Saka. La petite, où elle était, parce que je crois qu'elle est même plus disponible. Par contre, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a un vrai rapport avec Asadora, à savoir que c'est l'histoire de deux originaux, deux marginaux, qui commencent à péter un câble et à balancer des bombes. Ils deviennent des terroristes contre la société et autres. Donc, ils sont à Tokyo et ils remontent, on va dire, la grande île de Honshu. Et en parallèle de ça, il se passe quelque chose à Hokkaido. Il y a une créature, on ne sait pas ce que c'est, un ours géant, on ne sait pas, qui commence à semer la terreur et qui, elle, redescend. Et à un moment, ces deux catastrophes naturelles, entre guillemets, issues de la société actuelle, vont se rencontrer et voilà, ça va être un petit peu le choc des deux cultures. Et ça me fait un petit peu penser à ça. The World Is Mine de Hideki Arai. Pour finir sur Naoki Urasawa, on a dit pas mal de choses. Qu'est-ce que lui a pu déclarer dans ses interviews, lors de sa venue en France, lors de ses conférences? Qu'est-ce qu'il a abordé? Alors moi, ce que j'aime bien, j'en ai noté quelques-unes. Il a dit adorer intégrer l'extraordinaire au cœur de l'ordinaire. Et ça, je trouve que ça le résume bien. À savoir que vraiment, il a que des personnages avec des trônes, des choses comme ça et tout. Et Asadora, en plus, c'est vraiment un très long continuum de quotidienneté avec des effets pas possibles qui commencent à arriver à droite, à gauche et autres. Et c'est assez ça. C'est comme ça qu'il crée son pitch. C'est comme ça qu'il crée son suspense. Et en gros, il va créer dans Asadora, là où il y a des suspens beaucoup plus gros dans Monster ou dans 20th Century Boys, et ben il va quand même en créer à son échelle, mais avec la même intensité. Ce qu'il a pu dire également, c'est qu'il a réussi à qualifier pour lui ce qu'étaient ses mangas. De temps en temps, on a envie de dire, bah, il fait du thriller, il fait de la science-fiction, il fait du fantastique. Mais quand on lui pose la question, il a dit non, moi, je fais du human drama. Du drame humain. Mais non, on n'est pas d'accord, mais c'est sa vision des choses et c'est super intéressant de relire et de repenser à ses œuvres, même Billy Bat par exemple, avec ce spectre-là. Et il est même allé, un peu plus loin parce qu'il a même dit, les gens ils me disent ouais, tout est sombre et tout ça, mais en fait moi je fais de l'humour. En fait, tout est humour dans mes, enfin, ça dépend comment tu le lis et tout ça. Alors, on avait envie de lui dire dans Monster, ouais, je vois Monster, pas trop l'humour. Bon. L'humour, tout, mais vraiment pour lui, c'est une partie intégrante et c'est pour ça que c'est du drame humain et pas très très sombre. C'est parce qu'à un moment, il y a toujours la part d'humanité qui ressort et qui met des moments un petit peu plus légers et tout ça, et des moments de joie et d'humour. Il y a surtout énormément d'espoir. Alors, en préparant cette émission, parce que j'en préparais une autre en parallèle, j'ai lu Asadora et j'ai lu Bonnie Poon Poon en même temps. Je l'ai relu plutôt.
Donc c'est quand même deux approches de la vie et d'un positionnement dans une société qui sont radicalement opposées. Déjà, est-ce que tu vas Il y a de bien? l'humour dans Poun Poun. Oui, en vrai, Poun Poun, c'est très drôle au début. C'est juste, est-ce que tu vas bien maintenant? Antonin, parle-nous. Eh ben, en lisant en parallèle Asadora, alors, c'était plutôt un tome de Poun Poun et 2 tomes d'Asadora, hein, voilà. Mais ça a un côté où effectivement on voit la vision des deux auteurs. Effectivement, il y a comment est-ce qu'on s'intègre dans une société. Alors effectivement, avec Urasawa, c'est vraiment ok. On prend la vie on prend on prend le taureau par les cornes, voilà, et on l'affronte et on y va et on met tout dedans et c'est vraiment de l'espoir. C'est vraiment un peu pas les codes du Neketsu, mais il y va. Et effectivement, de l'autre côté, on en reparlera beaucoup plus longuement plus tard. Inyo Asano, lui, choisit plutôt les gens qui se posent des questions et qu'est-ce que je fais là et comment est-ce que la société me donne une place plutôt que de prendre sa place dans la société. Et alors, il y a un autre truc qu'il a pu raconter, notamment au sujet du manga Yawara, c'est que pour le personnage de Yawara, il s'est inspiré de Audrey Byrne dans le film de 1953, Les Vacances romaines. Et c'est assez curieux, voilà. Si vous avez cette curiosité de lire Yawara et de regarder ce vieux film et de regarder aussi à quoi ressemblait Audrey Hepburn à cette époque-là et de revoir Yawara aujourd'hui, tu fais oh, mais dis donc, c'est totalement ça. C'est vrai. Moi, ce qui m'avait aussi beaucoup marqué, c'est quand il a fait la visite de presse ouverte, on va la dire comme ça, de l'exposition. Il a expliqué 2-3 petites choses sur Happy, qui n'est pas forcément une série qui est très connue de lui, sur une joueuse de tennis. Voilà. Il a dit, là, je me suis retrouvé avec narrativement à me poser beaucoup de questions sur la mise en page. J'avais un duel de 2 personnes qui s'affrontaient, parce que le tennis, c'est vraiment un duel, mais je ne pouvais pas les mettre en face à face, parce que sur un cours de tennis, c'est pas pratique, ou elles sont trop loin, et si on veut faire des jeux de regard, des trucs comme ça, c'est compliqué. Donc, il s'est vraiment commencé à se poser beaucoup de questions narrativement, comment il faisait sa composition, grâce à ça, en ayant 2 adversaires distants, mais il fallait qu'il monte vraiment la tension entre les deux. Et ça, je trouve que dans toute la narration qu'il va développer après, et je trouve que l'une de ses meilleures, c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire dans Billy Bat, où il a vraiment réussi graphiquement à faire des choses, où il allait très loin. C'est vraiment intéressant de se plonger dans la plupart de ces séries qui sont très différentes, mais qui vraiment, il a vraiment une façon de raconter les histoires et nous embarquer dedans qui sont assez phénoménales. Et pour finir cette émission, Naoki Urasawa est donc un grand fan de musique, mais savez-vous quel est le premier CD qu'il a acheté? Oui. Ah ouais, mais toi, oui, tu me l'as demandé directement, donc c'est triché. Non, il a dit. C'est vinyle, non, ou CD? CD. C'était CD. Alors moi, je me souviens juste des mémoires de 2018, je crois que son groupe préféré, c'est T-Rex, c'est ça? C'est ce qu'il avait dit. Ouais, il y avait ça. Est-ce que c'est T-Rex le premier CD qu'il a acheté? Je ne sais pas. C'est pas T-Rex. Mais par contre, ça fait partie de ces trucs. Polnareff. Bien évidemment. Ouais, évidemment. Un Français à l'étranger, c'est souvent Polnareff. Et alors, non, mais ce qui est très drôle, c'est que l'anecdote est rigolote parce que il travaille pour aider ses parents, il gagne un petit argent de poche, etc. Et du coup, il va chez le disquaire s'acheter un disque et puis, je sais pas, il tombe sur Michel Polnareff. Il fait OK, j'achète ça, je veux Michel Polnareff. Faut imaginer un adolescent à cette époque-là. Il rentre chez lui, il l'écoute et il se rend compte qu'en fait, il vient d'acheter un live. Et que ça n'a pas du tout le même son qu'un CD en studio. Il est dégoûté. il est mi-dégoûté. Oui. Et donc, il est retourné chez le disquaire pour essayer d'échanger en disant, moi, je me suis trompé, je voulais pas acheter ça, je voulais un disque studio. Et le disquaire lui a dit non. Donc, à jamais, il aura écouté Marie-Lou en live. En fait, c'est ça qu'on aurait dû lui offrir, c'était la compile de Polnareff. Ou alors, une rencontre avec Michel Polnareff. Mais on avait essayé ça, mais... C'était plus compliqué. 81 ans quand même. D'ailleurs, anecdote, parce que j'ai vu Polnareff à Bercy en concert le week-end dernier, et à un moment, donc, sur une de ses chansons, il passe des cases de manga derrière, donc c'est Michel Polnareff fait en manga. Je suis quasiment sûr d'avoir vu une case de Akane Banashi. Alors, je ne sais pas comment ça s'est retrouvé là. Mais pour de vrai? Ouais, pour de vrai, ouais. Vraiment, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? À un moment, en fait, au début, c'est juste l'histoire de Polnareff en manga, et à un moment, il met plein de cases au pif. Et vraiment, alors, je même pas Monster. Je suis sûr d'avoir vu Akane Banashi. Mais c'est drôle parce qu'on commence à 1973, Naoki Urasawa qui achète un CD de Polnareff, à 2025, Polnareff qui diffuse des cases de manga dans son concert. C'est incroyable. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Naoki Urasawa, quel auteur. Offrez-en, lisez-en, tout est dispo et surtout, il est encore temps de sauter dans le vol de la compagnie Air Asadora. Le tome 9 vient de sortir, c'est le moment. Après, ça sera super connu, ça sera beaucoup trop connu.
franchement, vous serez pas hype si vous ratez le bon moment pour lire Asadora. Donc c'est le moment ou jamais. Merci à tous pour votre écoute. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Puis n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles. C'est toujours encourageant. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ce podcast. Salut à tous. Merci de nous avoir écoutés. Ciao. Salut la team. Salut.